Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, Monsieur le Président de l'intersyndicale Santé, Sécurité au Travail, à la fois secrétaire permanent de la Coordination nationale des comités de santé et sécurité au travail, Mesdames et messieurs, je voudrais très sincèrement vous remercier pour votre mobilisation importante ce matin, qui dénote que quand nous mettions en place en 2014 la coordination santé et sécurité au travail de l'UNEMAF, donc du secteur agricole, nous avions frappé à la bonne porte. La CGCI est heureuse de vous accueillir. La Coordination nationale des comités de santé et sécurité au travail est heureuse de vous accueillir. Donc, Madame la directrice santé et sécurité au travail, représentant le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Messieurs les membres du bureau de la coordination nationale santé et sécurité au travail, Messieurs les membres du bureau de la coordination du secteur agricole, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, Mesdames et Messieurs les médecins d'entreprise, chers participants au présent atelier, chers amis de la presse, j'espère qu'il y en a, Mesdames et Messieurs, nous voilà nombreux ce matin. Et quand je dis nombreux, c'est un constat. Dans cette belle salle de la maison de l'entreprise, pour prendre part à l'atelier qui a pour thème le CHSC au sein de l'entreprise. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des journées de prévention des risques professionnels. Je constate que la forte affluence enregistrée à l'occasion du présent atelier est de bon augure. En effet, c'est bien là la preuve visible de ce que nous mesurons tous, surtout au niveau du monde agricole, les enjeux auxquels ce secteur doit faire face en matière de santé et de sécurité au travail. Justement, s'agissant de sécurité et de santé au travail, les statistiques fournies par la CNPS laissent apparaître que la situation du secteur agricole est préoccupante. Avec une population agricole peu scolarisée et une agriculture très peu mécanisée. Les travailleurs agricoles généralement peu formés et utilisant des machines dont ils ne maîtrisent pas suffisamment la complexité s'exposent à des risques d'accidents de travail. Nombreuses intoxications en milieu agricole liées aux pesticides notamment. Mais de façon générale, chaque année, selon le Bureau international du travail, 2 millions de personnes meurent dans des accidents ou maladies directement liées à une occupation professionnelle. On dénombre également 12 000 enfants victimes d'accidents mortels. Les substances dangereuses tuent environ 340 000 travailleurs par an. En Côte d'Ivoire, on enregistre 8 000 accidents de travail par an et les charges de réparation se chiffrent par 3 milliards de francs CFA au moins par an. Notre domaine, le secteur agricole, est un concentré de risques de tout genre liés à la santé et à la sécurité. On peut citer pêle-mêle les risques physiques, les risques psychologiques, les risques mécaniques, les risques chimiques, les risques ergonomiques, les risques biologiques et même les risques radiologiques. J'en passe. Face à ce tableau sombre, nous sommes là ce matin pour anticiper, pour prévenir, pour réagir, afin de ne pas attendre que les accidents se produisent pour les réparer. Nous sommes là pour nous pencher sur l'un des maillons, pour ne pas dire le maillon essentiel, qui contribue à la réalisation des missions de la sécurité et de la santé
dans l'entreprise, à savoir le comité d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail. Vous me permettrez de raccourcir simplement CD. Institué par la loi 95-15 du 12 janvier 1995, Code du travail, en ses articles 42.1 et 42.4, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est un organe de dialogue. Face à ces questionnements, il me plaît de saluer ici l'initiative prise par la coordination nationale en collaboration avec la coordination du secteur agricole, que l'UNEMAF a la lourde responsabilité d'assurer la présidence. Donc, je félicite pour l'occasion qui nous est donnée pour avoir des réponses à nos interrogations. Tout au long de cette journée, des spécialistes, des sachants aussi bien issus de l'administration que du secteur privé vont aider à répondre à ces différentes questions et par voie de conséquence renforcer nos capacités en la matière. Bien entendu, ma présence à cette rencontre, comme à celle de l'année dernière, tenue, vous vous en souvenez bien, à la même date, jour pour jour. Ma présence donc est de traduire de vive voix l'engagement et le soutien du conseil d'administration de l'UNEMAF et des miens propres dans les actions de promotion et de mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises du secteur agricole. Je suis également venu vous dire qu'en ma qualité de président de l'UNEMAF, qui a l'honneur de conduire la coordination nationale du secteur agricole, l'engagement est de faire en sorte que cette coordination puisse remplir les missions qui lui sont assignées et veiller à la mise en œuvre du programme d'activité qui vous sera présenté dans la 4e communication ainsi que le plan d'action 2015 qui sera dévoilé. Merci pour ce soutien. Mesdames et messieurs, la plupart de nos travailleurs passent une grande partie de leur journée au travail. Il est important de nous assurer que les lieux de travail sont sûrs pour leur bien-être et par voie de conséquence pour le développement de nos entreprises. En tant qu'employeurs, nous devons jouer un rôle important en ce qui a trait à la prévention des accidents et des blessures en milieu de travail et à la promotion d'un milieu de travail sain et sécurisé. Dans ce dialogue, les obligations des employeurs et celles des travailleurs doivent être connues. Prévenir, cela veut dire quoi? Cela veut dire cerner les dangers, éliminer les risques et les réduire le plus possible. Il est cependant évident que la prévention des accidents et des maladies doit s'appuyer sur une étroite collaboration entre les employeurs et leur personnel. La prévention, c'est donc l'affaire de tous. Je vous invite tous, donc, au cours des échanges qui vont ponctuer les différentes communications, à apporter une contribution constructive au débat. Sachez d'ores et déjà que notre attente est grande quant aux résultats attendus des travaux de cet atelier. Je ne voudrais pas mettre fin à mon propos sans remercier et féliciter les organisateurs de l'atelier, les membres de la coordination nationale, le bureau de la coordination sectorielle agricole pour tout ce qui a été mis en œuvre pour la réalisation de cette œuvre. Veuillez transmettre notre gratitude au directeur général de la CGCI. Pour un environnement de travail sûr et salubre, pour une prévention durable des risques professionnels, pour la promotion d'une culture de prévention et pour la promotion du travail décent au sein des entreprises agricoles de Côte d'Ivoire, vous pouvez compter sur nous chaque fois que le besoin se fera sentir. Permettez-moi que je m'arrête sur ces mots, vous remerciant vivement de votre aimable attention. Je vous remercie.
Monsieur le Président de l'Union nationale des entreprises agricoles et forestières de Côte d'Ivoire, Monsieur le Secrétaire exécutif de l'UNEMAF, Monsieur le Président de l'intersyndicale, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, chers confrères médecins, chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, avant tout propos, vous exprimer les remerciements du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, pour l'avoir associé à l'activité de ce matin à travers la direction de la santé et sécurité au travail. Les maladies professionnelles et les accidents du travail sont à l'origine de grandes souffrances, de pertes importantes pour les travailleurs, leurs familles, les entreprises, les caisses de sécurité sociale, comme cela a été souligné tout à l'heure, et pour les États. Malgré tous les progrès de la technologie et de la médecine préventive, on dénombre chaque année, selon les estimations du Bureau international du travail et de l'Organisation mondiale de la santé, 250 millions d'accidents du travail et 160 millions de cas de maladies professionnelles à travers le monde. Dans notre pays, la Caisse nationale de prévoyance sociale a enregistré en 2013 6046 accidents du travail et le secteur agricole à lui seul représentait 25% de ces accidents du travail, soit 1495 accidents. C'est dire ici combien la problématique qui nous réunit ce matin est pertinente. L'État de Côte d'Ivoire, qui est membre de l'Organisation internationale du travail, a fait sien l'usage du dialogue social comme instrument de maintien de la paix sociale. Ainsi, par la prise donc du décret numéro 96-206 du 7 mars 1996, il a institué les comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail en entreprise. Ce comité est une plateforme d'échange entre employeurs et travailleurs. Il ne s'agit donc pas d'un organe de revendication syndicale, mais bien d'une instance technique qui se penchera successivement sur les différents risques professionnels au sein de l'entreprise. En effet, chaque travailleur a une responsabilité en matière de santé et sécurité au travail. À commencer par le top management qui doit donner les orientations et les objectifs à atteindre. Les cadres doivent faciliter l'intégration des dispositions de santé et sécurité au travail aux opérations. Pour terminer, nous voudrions insister sur la formation des membres du CHSCT qui est un impératif au bon fonctionnement du comité. Nous exhortons également les chefs d'entreprise à recruter des professionnels en matière de santé et sécurité au travail dans les diverses disciplines de la santé et sécurité afin d'améliorer la prévention des risques professionnels. Tout en vous assurant de notre soutien et en vous souhaitant des échanges enrichissants, je déclare au nom du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, ouvert l'atelier sur le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail du secteur agricole. Je vous remercie de votre aimable attention. Alors, la science dans laquelle nous commençons, c'est le cadre légal des missions, composition et fonctionnement des CHSCT. Et sera présenté par Dr. Siad
Didier, à ma droite, qui est sous-directeur de la santé et sécurité au travail au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales, de la formation professionnelle. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons lui passer la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les organisateurs de cette rencontre, honorables invités, chers participants, je suis le docteur Céa Didier, je suis sous-directeur de la santé au travail à la direction de la santé et sécurité au travail. Je suis chargé ce matin de vous présenter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le cadre légal, les missions, la composition et le fonctionnement. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver parmi vous ce matin et partager mon expérience en matière de CHSCT avec vous. Nous allons suivre le plan suivant. D'abord, je vais vous faire une introduction. Ensuite, je vais situer le CHSCT dans le cadre juridique et institutionnel en santé et sécurité au travail en Côte d'Ivoire. Je vais vous présenter la mission, la composition, le fonctionnement de ce comité avant de conclure. En introduction, je vais commencer par l'historique. L'historique, c'est important parce que ça nous permet d'avoir certaines explications en ce qui concerne les dysfonctionnements que connaît ce comité. L'historique, nous allons commencer par l'historique en France. En 1941, il y a eu la création des premiers comités de sécurité. En 1947, il y a eu les comités de sécurité sont devenus des comités d'hygiène et de sécurité. Ce qui est important à signaler, c'est que ce comité est considéré comme une commission spéciale hygiène et sécurité du comité d'entreprise. Le comité d'entreprise, c'est un comité, c'est un organe de dialogue social au sein de l'entreprise. En France, il n'existe pas jusqu'à présent en Côte d'Ivoire, mais qui en son sein a animé toutes les activités de santé et sécurité au travail. En 1973, il y a eu la création de la commission amélioration des conditions de travail du comité d'entreprise. Toujours, on parle du comité d'entreprise. Une commission spéciale également, qui est la commission d'amélioration des conditions de travail au sein de ce comité d'entreprise. Et ce qui est important, c'est que en France, pour la première fois, l'État français a pris un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du CHSCT en 1993. Et concernant le secteur agricole dans lequel vous êtes, c'est-à-dire le secteur agricole pur, le secteur agricole forestier, le secteur agricole scierie, le secteur agricole industrie, sur un total de 92 453 salariés, il y a eu 916 accidents du travail. Tous les secteurs d'activité confondus, ça fait 15% des accidents du travail en Côte d'Ivoire en 2013. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le secteur agricole, c'est un secteur qui est beaucoup accidentogène. Diabou. Alors, quelle est la place du CHSCT dans le cadre juridique et institutionnel en santé et sécurité au travail en Côte d'Ivoire? Avant de parler de ce cadre juridique en Côte d'Ivoire, j'aimerais faire un petit point sur les accords et traités internationaux. Je veux parler précisément des instruments de l'Organisation internationale du travail. Actuellement, la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié les 3 conventions de base de l'OIT, à savoir la 155, 161 et 187. Mais les dispositions de
ces conventions de base se retrouvent en majeure partie dans les normes nationales en santé et sécurité au travail. Mais pour ce qui concerne le dispositif national, déjà, dans la Constitution ivoirienne, dans son préambule, l'État de Côte d'Ivoire affirme son attachement aux droits de l'homme et à la dignité humaine. C'est ce qui est écrit dans ce paragraphe. Le peuple de Côte d'Ivoire proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Ensuite, l'État assure le droit à la santé, le droit à l'emploi et à la formation professionnelle. En son article 7. En son article 19, l'État assure l'épanouissement de l'homme dans un environnement sain. Les articles 71 et les articles 72 évoquent le partage du pouvoir normatif entre le législatif et l'exécutif. Alors, cette constitution donne mandat aux députés de voter des lois. Et parmi ces lois, nous avons le Code du travail et le Code de prévention sociale qui sont des lois. Et l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, prend des décrets d'application et des arrêtés pour expliquer certaines dispositions qui n'ont pas pu être évoquées clairement dans la loi. Alors, en ce qui concerne la Constitution, ce qui est important de savoir ici, c'est que cette Constitution élabore des principes fondamentaux qui nous conduisent vers un but bien précis. Ce but, c'est de créer des conditions de travail qui respectent les droits de l'homme et de la dignité humaine. Diapo. Alors, nous arrivons sur le Code du travail. L'actuel Code qui est en vigueur, c'est la loi 95-15 du 12 janvier 1995. Et les dispositions qui concernent la santé et sécurité au travail se trouvent dans le titre 4, hygiène, sécurité et santé au travail. Et ce titre 4 présente 3 chapitres. Le chapitre qui parle spécifiquement du CHSCT, c'est le chapitre 2. Le chapitre 1 parle de l'hygiène et de la sécurité. Le chapitre 3 parle du service de santé au travail. Nous allons voir dans un premier temps le chapitre 1. Diapo. Déjà dans le chapitre 1, ce chapitre pose le principe de la responsabilité et de l'obligation de l'employeur en matière de santé et sécurité au travail. Précisément à son article 41 que nous allons lire. Pour protéger la vie et la santé des salariés, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit notamment aménager les installations et régler la marge du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et maladies. Il peut également expliquer les problèmes de fonctionnement du CHSCT. Ici, nous avons dans l'entreprise qui est le manager. Et là, le législateur fait obligation de créer un comité d'hygiène dans une entreprise de plus de 50 salariés. Cela peut susciter un certain nombre d'interrogations. Est-ce que cette institution vient diluer les pouvoirs de l'employeur, c'est-à-dire du chef d'entreprise? Ou bien y a-t-il partage du pouvoir entre le chef d'entreprise et le CHSCT? Alors, il y a 2 autres articles que je n'ai pas mentionnés ici, mais qui évoquent un décret d'application qui vient donner une réponse à cette interrogation. C'est-à-dire, nous allons voir maintenant
les missions du CHSCT. Dans le décret 96, il est mentionné les attributions. Nous allons passer en revue les attributions du CHSCT, les attributions en mission. Alors, la première attribution, c'est de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs de l'entreprise, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Je vais aller un peu vite, parce que c'est des choses que nous connaissons plus ou moins déjà et qui sont dans le décret. Donc, et puis aussi, nous sommes pris de coup par le temps à cause des problèmes techniques. Donc, je vais aller rapidement. C'est quand je vais arriver sur les missions proprement dites, puis je vais aller un peu plus lentement. Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Procéder ou participer à des inspections de l'entreprise dans l'exercice de sa mission, en vue de s'assurer de l'application des prescriptions législatives, réglementaires, des consignes concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, notamment du respect des prescriptions réglementaires pour la vérification des machines, des outils, des installations, des appareils et des équipements de protection. Susciter toute initiative relative à la promotion de la prévention des risques professionnels, notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage, de l'outillage nécessaire aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail et du temps de travail. Veiller concourir à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s'en protéger. Il y a un président, c'est le chef d'entreprise ou son représentant. Il y a le responsable sécurité. Il y a le ou les médecins de l'entreprise. Il y a l'assistante sociale de l'entreprise, le responsable de la formation et les représentants du personnel. Et le nombre de ces représentants du personnel est fonction de la taille de l'entreprise ou de l'effectif de l'entreprise. Et il y a le secrétaire qui est désigné par le chef d'entreprise parmi les représentants du personnel. Diapo. Alors, voici le nombre des représentants en fonction de l'effectif des travailleurs, 7 représentants des travailleurs. Ce qui est important à savoir ici, c'est que pour un CHSCT, on ne peut pas aller au-delà de 7 représentants. Ça, c'est les choses qu'on voit souvent dans certaines entreprises. Maximum 7 représentants. Alors, il y a la question qu'on nous pose souvent dans le premier intervalle, pourquoi ça commence par 50? Bon, en fait, c'est une coquille. Et normalement, ça devait être 51 à 100 travailleurs. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que même s'il y avait une ambiguïté entre le décret et la loi, dans la hiérarchisation du droit du travail, la loi étant au-dessus du décret, la loi dit qu'il faut un CHSCT dans une entreprise de plus de 50 travailleurs, c'est ce qui prime. Voilà. Donc le jour qu'on va réviser ce décret, ça sera corrigé. Normalement, c'est de 51 à 100 travailleurs. Diapo. Alors, les représentants du personnel au comité sont désignés ou élus. Il y a les deux possibilités dans notre pays. Compte tenu de leurs connaissances techniques ou de leur aptitude en matière de santé et sécurité au travail. Alors, la liste nominative des membres du comité doit être affichée dans les ateliers et communiquée à l'inspecteur du travail et des lois sociales territorialement compétentes. Diapo. Alors, nous allons parler maintenant du fonctionnement de ce comité. La durée du mandat, c'est 2 ans renouvelables. Les réunions, il y en a 2 types. Il y a des réunions ordinaires, au moins 4 réunions annuelles, c'est-à-dire au moins une fois par trimestre. Il y a des réunions extraordinaires à la suite de tout accident grave qui aurait pu l'être ou
ou à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel. Et ces réunions, ce qui est important, ces réunions ont lieu dans l'établissement et pendant les heures de travail. C'est important à souligner. Diapo. Alors, dans ce fonctionnement, ce qui est important, c'est le rôle du secrétaire du CHSCT, un membre très important pour la vitalité de ce comité. Alors, à l'initiative de son président, le secrétaire communique lors du jour, au moins 15 jours avant la tenue des réunions, aux membres du comité et aux éventuels invités. Alors, parmi ces invités, ça peut être le médecin inspecteur du travail, l'inspecteur du travail, ou même le contrôleur en prévention de la CNPS à titre consultatif. Alors, les procès-verbaux des réunions sont établis par les soins du secrétaire et transmis à 3 structures extérieures de contrôle qui sont l'inspection médicale du travail, l'inspection du travail et la CNPS. Diapo. Ensuite, nous allons parler du deuxième membre très important pour la vitalité de ce comité. Il s'agit du président. Ce président s'appelle le chef d'entreprise ou son représentant. Donc, pendant les réunions, le président donne lecture des observations et mises en demeure faites par l'inspecteur du travail et des lois sociales, les contrôleurs en prévention de la CNPS et le médecin inspecteur du travail. Au moins une fois par an, le chef d'établissement présente au comité un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail pendant l'année. Ce bilan doit faire apparaître les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le président établit un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Il fixe également la liste détaillée des mesures à prendre au cours de l'année à venir dans le domaine de la prévention, en précisant leurs conditions d'exécution ainsi qu'éventuellement leurs coûts. Donc le président présente le programme annuel de prévention. Il fait d'abord le bilan des ATMP de l'année écoulée. Pour l'année qui doit commencer, il présente le programme annuel de prévention des risques professionnels et puis il se prononce sur le budget des différentes activités de prévention de ces risques professionnels. Diapo. Le comité émet un avis sur le rapport et le programme. Il peut examiner l'ordre de priorité et adopter d'autres mesures supplémentaires. Le président transmet, et ça c'est très important, le président transmet pour information le rapport et le programme accompagné de l'avis du comité à l'inspection médicale du travail, à l'inspection du travail et à la CNPS. Alors, quand ces 3 structures de contrôle extérieur reçoivent ce programme, ça permet de savoir ce qui se passe exactement au niveau des activités du CHSCT. C'est un moyen de contrôle indirect pour ces 3 structures. Diapo. Alors, quelle solution en cas de désaccord? En cas de désaccord entre l'employeur et la majorité des membres du comité sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail et des lois sociales et le médecin inspecteur du travail sont saisis par le président de ce comité. En ce qui concerne la rémunération des membres du comité, les membres du comité effectuent un travail bénévole, donc ce n'est pas rémunéré. C'est ce qui est important à savoir. Le travail qu'ils font, c'est pour cela que les réunions se tiennent pendant les heures de travail. C'est rémunéré en tant que tel. Diapo. Alors, en ce qui concerne le statut de travailleur protégé, seuls les représentants du personnel au sein de ce comité ont un statut de travailleur protégé. Je
Je répète, seuls les représentants du personnel au sein du CHSCT ont un statut de travailleur protégé. Parce que souvent, dans certaines entreprises, cela provoque une polémique, alors que c'est clair dans le décret. En ce qui concerne l'obligation de discrétion et secret professionnel, les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations à caractère confidentiel ou données comme telles par le chef d'établissement. Ils sont également tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives au procédé de fabrication. Ça, c'est pour tous les membres. Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives au procédé de fabrication. Si on ajoute le médecin du travail, il y a également le secret médical. Diapo. Formation des membres du comité. Les membres du comité doivent bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission. Le financement de cette formation est à la charge de l'employeur. En conclusion, le CHSCT est un organe de dialogue social important au sein de l'entreprise. Alors, il présente un double intérêt. Il y a l'intérêt pour les structures extérieures de contrôle, à savoir l'inspection médicale du travail et l'inspection médicale du travail, l'inspection du travail et la CNPS. Alors, le CHSCT est un relais au sein de l'entreprise pour ces structures extérieures de contrôle. Et le CHSCT assure la pérennisation des activités de santé et sécurité au travail dans l'entreprise. Diapo. L'intérêt pour l'entreprise, c'est l'amélioration des conditions de travail par l'évaluation des risques professionnels, c'est la réduction des accidents de travail et des maladies professionnelles et du taux d'absentéisme, c'est l'augmentation de la productivité et de la croissance économique, c'est le bien-être socio-sanitaire des travailleurs, c'est le respect ou protection de l'environnement. Quand on prend croissance économique, bien-être socio-sanitaire des travailleurs et respect ou protection de l'environnement, ce sont les trois entités du développement durable. Diapo. Alors, l'entreprise doit non seulement recruter des médecins du travail, mais également recruter ou solliciter l'expertise d'autres spécialistes du milieu du travail. C'est la multidisciplinarité. Hygiéniste du travail, toxicologue industriel, psychologue du travail, physiologiste du travail, ergonome, etc. Mesdames et messieurs, voici ce que j'avais à vous dire sur le CHSCT ce matin. Je vous remercie pour votre attention. C'était long, mais on vous a dit que c'était un atelier de formation, donc c'était vraiment nécessaire pour faire le contour de tous les problèmes de CHSCT. En tout cas, merci, docteur. Je pense que ça a été suffisamment expliqué et c'est très clair. Néanmoins, nous allons prendre un des intervenants, ceux qui voudraient demander les points d'éclaircissement. Traoré, Caisse nationale de prévoyance sociale. Je voudrais, avant d'intervenir, féliciter les organisateurs de cette activité qui est une première dans l'histoire des comités d'hygiène sur le plan national et même, je dirais, sur le plan sous-régional. Car cette initiative de la coordination, vous savez que la coordination est une initiative sous-régionale. C'est le forum des comités de santé et sécurité de Cotonou qui a impulsé, qui a demandé l'installation des coordinations nationales, des coordinations sectorielles. Et je crois que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays à avoir satisfait à cette obligation. En profiter aussi pour féliciter le conférencier pour sa présentation qui a été très enrichissante. Et ma question va comprendre plusieurs volets, des contributions, et puis 2 contributions et 2 questions, je crois. Lors de l'énumération des dispositions réglementaires et législatives, le conférencier a parlé des 3 conventions pertinentes de l'OIT, la C155, la C187 et la C161.
je n'ai pas entendu parler de la Convention 184 sur l'agriculture. Quand on sait l'importance des conventions de l'OIT pour l'évolution de nos législations et du contenu des dispositions de cette convention, je suis intéressée à savoir quelle est la situation de cette convention sur le plan national et s'il y a des actions qui sont en cours et éventuellement souhaiter suggérer que la ratification, des actions pour la ratification de cette convention puissent faire partie éventuellement des recommandations de cet atelier, car c'est une recommandation très importante. Ma deuxième intervention va porter sur aussi une contribution. Je crois qu'on a oublié de dire que l'institution des comités d'hygiène vient de la loi 95-15 du 15 janvier 1995 en son article 42.1, ou bien je ne l'ai pas vu. Et puis maintenant, en 96, il y a eu le décret d'application. Ensuite, concernant les statistiques de 2013 ont été données. C'est des chiffres qui proviennent de la CNPS. Il faut dire que ces chiffres ne sont pas consolidés. Il faut les prendre sous réserve d'évolution, car nous savons que selon la réglementation et le code de prévoyance sociale, la victime d'un accident a 2 ans pour déclarer l'accident. Par conséquent, les statistiques de 2013 ne peuvent être consolidées qu'en fin d'année 2015. Donc c'est seulement en fin d'année 2015 que nous pourrons véritablement analyser et divulguer les statistiques, diffuser les statistiques sur l'année 2013. Donc ces chiffres-là sont à prendre, mais vraiment avec des réserves et ne va suffire de modifications. Ma dernière intervention, c'est concernant le nombre de représentants personnels au sein du comité d'hygiène. Le conférencier a dit que le nombre ne doit pas excéder 7, conformément à la réglementation. Si un employeur, consensuellement avec les membres de son comité d'hygiène, veut désigner plus de 7 représentants du personnel, est-ce une infraction? Peut-il le faire? Merci. Si je me rappelle bien, notre intervenant a dit que pour avoir un comité d'hygiène dans une entreprise, il faudrait qu'on ait au moins 50 travailleurs. Mais je crois avoir lu dans un décret que si les conditions de travail sont de sorte où les risques en fait sont vraiment graves, on peut quand même si on n'a pas 50 travailleurs, mettre en place un comité d'hygiène. Donc je veux savoir si c'est toujours d'actualité ou c'est plus le cas. Merci. Le conférencier a bien dit que le décret de création du CHSCT est une copie conforme de celui de la France. Or, nous savons tous que la France a plus de 200 ans d'expérience sur nous. Ce décret a été créé par rapport donc, à son environnement de travail, socio-économique et tout ça. Et nous la copions avec la Côte d'Ivoire où nous avons plus de 80% de PME, où on a moins de 50% de travailleurs. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de vie d'accident sur le lieu. Il va falloir descendre un peu à un niveau plus bas, parce que je pense que c'est là où se trouve plus d'accidents de travail et de sécurité. Concernant le statut des membres du CHST, il a dit que seuls les membres qui sont représentants du personnel sont garantis. Or, ce n'est pas seulement que les membres représentants du personnel qui vont faire partie du comité. Qu'en est-il de ces autres membres-là en tant que garantie? En tant que protection au niveau de ce comité. En ce qui concerne la Convention 184 sur l'agriculture, cette convention n'a pas encore été ratifiée par l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez le problème que nous avons avec les conventions, c'est que la ratification connaît une lenteur et une lourdeur administrative. J'ai bien noté votre préoccupation et je pense que je ferai part de cela d'abord au premier responsable de la direction de la santé et sécurité au travail qui est là, pour faire porter l'information jusqu'au service technique de l'administration du travail qui est chargé de cela.
et pour faire entendre cela au niveau de notre haute hiérarchie. Concernant le nombre de représentants de personnel, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça a été une décision des inspections du travail en général. Quelle que soit la taille de l'entreprise, l'effectif des salariés, on ne doit pas dépasser 7 représentants. Le chef d'entreprise peut s'entendre avec les salariés pour augmenter le nombre. Mais au regard de la loi, ce n'est pas conseillé parce que déjà, quand on a beaucoup de représentants du personnel au sein du CHSCT, ça crée un autre problème. Déjà, il y a certaines expériences sur le terrain qui font que les services d'inspection du travail ont demandé à ce que les entreprises ne dépassent pas au maximum 7 représentants. Déjà, il y a un problème de fonctionnement au sein des CHSCT avec les représentants du personnel. Là où il ne faut pas faire des revendications, la directrice l'a dit dans son allocution, les gens vont faire des revendications pendant les réunions du CHSCT. Alors que le CHSCT, c'est une plateforme de suggestion, c'est un organe de dialogue social consultatif. Voilà. Donc, ce n'est pas le lieu de faire des revendications. Et lorsque on a un nombre pléthorique des représentants du personnel, ça peut poser justement ce problème-là. Donc, les inspections du travail sont unanimes, maximum 7 représentants du personnel. En ce qui concerne la préoccupation de M. Sissoko, le SCB, c'est bien ça? Les statistiques. Les statistiques. Les statistiques de la CNPS ne sont pas encore consolidées. Ok. Bon, c'est pour cela que j'ai dit que je remercie Mme Dard pour la contribution. Parce que lorsque nous avons reçu ces statistiques, c'était moi qui était allé chercher ces statistiques. On m'a dit que les statistiques de 2014 n'étaient pas disponibles parce que ce n'était pas encore consolidé. Donc moi, je n'avais pas cette information qu'elle vient de donner. Je pensais que les statistiques de 2013 étaient consolidées. On m'a dit que c'est ceux de 2014 qui n'étaient pas consolidés. C'est pour cela qu'on ne vous a pas présenté les statistiques de 2014. Donc c'est noté prochainement, si on a les statistiques, avec un certain délai, on va prévoir au moins un délai de 2 ans, voilà, pour pouvoir vous donner les statistiques de la CNPS. En ce qui concerne la préoccupation de M. Sissoko, il a demandé quelles sont les modalités pour la création d'un CHSCT en entreprise. Il a parlé de... Il faut au plus 50 salariés, pourquoi pas moins. Bon, en fait, le décret recommande qu'il faut installer les CHSCT dans les entreprises de plus de 50 salariés. Mais dans les entreprises qui ont moins de 50 salariés, c'est la délégation du personnel qui assure les missions du CHSCT. Ça, j'ai oublié de vous dire ça pendant la présentation. Donc, moins de 50 salariés, c'est la délégation du personnel qui assure les missions du CHSCT. Au regard du Code du travail, la délégation du personnel est obligatoire dans une entreprise d'au moins 11 salariés. Ça, c'est important aussi à noter. Et je voudrais en même temps répondre à la préoccupation de M. Ayemou. Il a dit qu'on parle d'installation des CHSCT dans les entreprises 50 salariés et ceux qui ont moins. En fait, ceux qui ont moins
de 50 salariés, si le chef d'entreprise veut installer un CHSCT parce qu'il a un souci pour la sécurité et la santé de ses travailleurs, nous, en tant que structure de contrôle extérieur, nous applaudissons cela. Parce que ce que nous, on recommande souvent, l'entreprise peut avoir, on recommande. Donc, l'employeur, ça veut dire que l'employeur n'est pas obligé de le faire. Quand l'entreprise a moins de 50 salariés et qu'il y a des risques importants au sein de l'entreprise, on recommande de créer un CHSCT. Ça peut se faire. Mais ce n'est pas réglementaire. Voilà. C'est pour ça que je parle de on recommande. Mais tout ça, c'est prévu dans le nouveau code du travail qui est en cours de, je ne sais pas si on dit validation, mais le nouveau code du travail qui va sortir. Il y a un dispositif qu'on a ajouté pour dire que certes, l'entreprise peut avoir moins de 50 salariés, mais si les risques sont importants, cette entreprise doit avoir un CHSCT. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la préoccupation de M. Abo Martin sur le statut des autres membres du CHSCT, le décret dit que seuls les représentants du personnel ont un statut de travailleur protégé. Les autres là, ils n'ont pas de statut de travailleur protégé. Je ne sais pas comment je peux régler ce problème. C'est ce que la réglementation dit. Et c'est ce qu'il faut appliquer. C'est à cause de ce statut de travailleur protégé que souvent on recommande de désigner des gens qui n'ont pas la casquette de délégués du personnel ou bien de délégués syndicaux. Et ce qui est recommandé même par le décret 96, on veut au sein du siège représentant du personnel qui ont une connaissance en matière de santé et sécurité au travail. Donc, si le travailleur a déjà des connaissances en santé et sécurité au travail, qui n'est pas déjà délégué du personnel ou bien délégué syndical, on préfère qu'il soit membre du CHSCT. Il y a un autre avantage, c'est pour augmenter le nombre de travailleurs protégés. Voilà ce que j'avais, Monsieur le Président, voilà les réponses que je voulais donner aux responsable des ressources humaines du CNRA. Donc la deuxième communication sera présentée par M. Adolphe Bayoro, qui était anciennement gestionnaire des ressources humaines à la CIR. Il est actuellement coordonnateur général de l'intersyndicale des centrales de la Côte d'Ivoire, à savoir UGTCI, Dignité, FESACI, Humanisme et UNATRECI. M. Bayoro est à ma droite. Le secrétaire, c'est M. Guessan Landry, ingénieur informaticien de formation et présentement responsable hygiène et qualité, sécurité et environnement en Croix-Chivoire. M. Bayoro, sans plus tarder. Merci, docteur. Alors, on m'a demandé de parler des entraves, des éventuelles entraves au bon fonctionnement des HSCT. Donc, en introduction, je dirais que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est une instance représentative du personnel qui réunit des membres élus ou désignés, comme le Dr. Siaki l'a dit tout à l'heure, représentant des salariés pour 2 ans, ainsi qu'un président, l'employeur ou son représentant mandaté. Il s'agit d'une structure spécialisée où sont débattues les questions relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à l'environnement, notamment de pécuniaires. Donc, pour parler donc des entraves, nous allons procéder ainsi à partir de ce plan. Dans un premier temps, on va regarder le décret numéro 96-206 du 7 mars 1996
C'est pour cela que je dis que nous allons gagner du temps, parce que nous l'avons déjà vu avec la première présentation. Et on verra les entraves liées à la constitution d'un CHSCT, les entraves qui sont liées au fonctionnement du CHSCT. Et à ce niveau, il y a trois éléments au regard des compétences de l'employeur, au regard des compétences des membres et au regard des moyens matériels et nos conditions de travail. Ainsi de suite, on peut passer parce qu'on a déjà vu. Oui, c'est l'article 2 de ce décret qui l'indique. Allons-y. Donc nous arrivons donc, aux entraves liées à la constitution des CHSCT. Il peut y avoir des obstacles à la constitution ou au renouvellement du CHSCT lorsque les conditions d'effectif sont réunies. C'est-à-dire, nous avons plus de 50 travailleurs, mais l'employeur hésite, sinon il ne voit pas l'opportunité et raison pour mettre en place un CHSCT. Or, la loi dit que l'initiative est de sa compétence. C'est lui qui doit mettre en place le CHSCT. Donc, il peut trouver des moyens dilatoires pour ne pas le mettre en place. Il peut utiliser aussi le mot de désignation des membres du CHSCT, aussi bien des travailleurs, aussi, par exemple. Là, on a dit qu'il peut être élu ou désigné. Donc, les travailleurs peuvent vouloir élire, alors que l'employeur souhaiterait les désigner. Ça peut être une entrave. Ça peut empêcher l'employeur de mettre en place le CHSCT. Une fois que les membres sont élus, on peut ne pas afficher la liste des membres. Parce que c'est au vu de la liste que les travailleurs peuvent les contacter pour signaler les anomalies de fonctionnement des machines ou des postes de travail. Mais s'il n'y a pas de liste, donc ils sont dans l'anonymat total, on ne peut pas les atteindre. Du CHSCT. Puisque la loi dit que l'ordre du jour doit être fait conjointement entre l'employeur et le secrétaire. Le secrétaire qui est le représentant des travailleurs. Alors là, à ce niveau, il peut y avoir des divergences de vues et l'employeur peut donc refuser d'inscrire un élément à l'ordre du jour. Le nom envoie de l'ordre du jour aux destinataires légaux. Une fois que l'ordre du jour est établi, il faut les envoyer 15 jours avant la réunion. C'est ce que dit la loi. Et si vous ne les envoyez pas, l'employeur peut choisir de ne pas les envoyer. Un certain nombre de points, mais comme nous pensons que les deux doivent aller à la CNPS, au service, à la direction de la santé et sécurité au travail et à la sélection du travail, les travailleurs, comme l'employeur, peuvent demander de retirer un certain nombre d'éléments de la discussion, ce qui n'est pas normal. La rétention des informations nécessaires à l'exercice de la mission du CHSCT. C'est une obligation de l'employeur de donner toutes les informations nécessaires à la mission du CHSCT. S'il ne le fait pas, c'est une entrave. Non-convocation du CHSCT ou des personnes habilitées à assister aux réunions. Quand vous voulez organiser vos réunions de CHSCT, vous voulez par exemple l'avis des agents des contrôleurs de CNPS, vous pouvez demander à l'employeur de les convoquer. Il peut refuser, il peut dire non. Entre nous, on va discuter d'abord et puis on verra. L'employeur peut refuser aussi. C'est une entrave. Décision d'aménagement important sans consultation du CHSCT. On l'avait dit par ailleurs, mais l'employeur peut décider d'aménager un poste de travail sans l'avis du CHSCT. Alors, il y a des entraves qui sont liées aux membres eux-mêmes, la non-motivation des membres du CHSCT. Ça, il y a plusieurs raisons, soit parce qu'ils ne maîtrisent pas le sujet et ils trouvent que ça les empêche de faire leur travail quotidien, donc ils ne sont vraiment pas motivés. Vous convoquez une réunion qui devait réunir 10 personnes et vous vous retrouvez à 3. Ce n'est pas une bonne chose. Obstacle à la liberté de déplacement des représentants du CHSCT. Normalement, les membres des CHSCT doivent se déplacer dans l'entreprise comme bon leur semble. Malheureusement, on peut assimiler leur déplacement comme des simples promenades dans l'entreprise. C'est aussi pareil, l'employeur peut refuser d'aller, de vous autoriser à aller à une réunion de coordination
par exemple, à venir à cette formation alors que vous y avez été conviés. Le refus de réunir le CHSCT en cas de danger grave et imminent. Ça a été souligné par les travailleurs et l'employeur dit non, qu'il n'y a pas de danger grave et imminent, donc on ne peut pas se réunir. Au niveau du matériel, manque de local approprié au CHSCT. Je dis local approprié, ce n'est pas local propre, mais un local approprié, c'est-à-dire un local où on peut rester pour se réunir, pour rédiger ses rapports ou pour consulter des informations, des archives que nous avons pour le CHSCT. Donc, manque de moyens d'archivage et de dactylographie, manque de fonds pour joindre les membres ou pour être joints. Voilà, c'est des éléments qui sont importants et qui peuvent constituer des entraves. Il y a d'autres éléments que nous pouvons discuter. Il y a l'activité du médecin du travail que l'employeur peut recadrer, alors que la jurisprudence dit que le médecin du travail n'a pas de chef hiérarchique dans l'exercice de son métier. C'est-à-dire pour l'organisation du travail, oui, le chef d'entreprise, mais pour sa science de médecin du travail, il n'a pas de hiérarchie dans l'entreprise. Et je voulais vous dire que, en tant qu'ancien des ressources humaines, c'est le seul métier dans l'entreprise pour lequel on exige un doctorat. Tout le reste, si vous êtes docteur ingénieur en informatique, ça c'est pour vous, mais on vous évaluera en tant qu'ingénieur informaticien, pas en tant que docteur informaticien. Mais pour le médecin, c'est une obligation. Donc en conclusion, le CHSCT est un maillon essentiel qui contribue à la réalisation des missions de la sécurité et de santé dans l'entreprise. C'est pour cela que chaque acteur doit s'impliquer en jouant pleinement son rôle. Le président grâce à son implication totale, le personnel grâce à sa participation et à son animation au quotidien. Apport déterminant de la coordination et devant tous ces entraves-là, vous pourrez compter sur la coordination sectorielle, la coordination nationale pour booster, financer et faciliter vos activités. La formation des membres et l'engagement de la direction, c'est la garantie de la longévité de votre CHSCT. Alors on dit souvent l'union fait la force, même lorsqu'on est macho, c'est-à-dire que si vous venez à la coordination, soyez certain que vous trouverez l'aide nécessaire pour que vous puissiez avancer. Madame, voilà, je vous remercie. On va remercier M. Boyero. Donc, ma préoccupation est la suivante. Vous avez parlé des entraves et vous avez donné des explications, mais à mon humble avis, il n'y a pas eu de solution de manière proprement dite. Et je prends un cas bien précis. Vous avez parlé comme entrave de manque de motivation au niveau du membre du CHSCT. Et ce manque de motivation-là, quelle solution on peut apporter pour que ce membre-là puisse être motivé à participer soit aux réunions et à faire ces activités comme je dois. Merci. Je voudrais apporter une contribution au titre des entraves au bon fonctionnement des CHSCT. Il y a également, ce qu'il faut noter, le manque de formation du top management. C'est-à-dire que vous avez un patron qui est là, il joue son rôle de patron, et pour lui, tout ce qui est CHSCT, c'est n'importe quoi. C'est ça. Donc, est-ce que parmi les entraves, on ne citerait pas ce manque de formation du top management dans différentes entreprises? Et puis, entrave encore au niveau c'est le manque d'implication réelle. Même si le CHSCT est formé, si l'employeur a quelques notions, il y a la volonté même de permettre au CHSCT de fonctionner correctement. Et à ce niveau-là, les employeurs ne sont pas vraiment très impliqués. Et c'est tout ça, l'un dans l'autre, fait que le CHSCT existe du nom dans les entreprises, mais en réalité, ils ne sont pas fonctionnels. Voilà, je vous remercie. Mon intervention va compléter celle du docteur qui est devant moi. En fait, c'était la même idée. Tout à l'heure, M. Bayero a parlé des entraves. C'est comme si les employeurs
avaient toutes les notions de base pour la constitution de leur entreprise, ce qui n'est pas souvent le cas. La volonté de créer une entreprise est différente de la volonté de l'organiser. Donc le plus souvent, on se trouve devant des employeurs qui ne savent pas comment organiser tous ces fondamentaux pour permettre aux employés d'être dans les bonnes conditions de travail. Même la condition de délégué du personnel, quelquefois, pose problème. Donc je pense que c'est plutôt soit à l'UNIMAF ou bien à la Confédération ou à la CNP, je ne sais pas qui doit le faire, comment initier à la base un employeur à une bonne organisation de son entreprise. Parce qu'il peut y avoir des PME qui, tout à l'heure, nous avons dit, qui commencent, ils ont plus de 50 personnes, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et pour eux, c'est le travail et puis payer les gens, c'est tout. Ça aussi, c'est une entrave à l'existence même d'un comité d'hygiène. On attend un petit conflit pour que l'inspection du travail vienne lui dire ce qu'il doit faire. Comment accompagner les employeurs à mettre en place toutes les bases légales de l'organisation du personnel dans leur entreprise? Moi, c'est M. Yao. Ma question a été déjà posée, mais je vais la reprendre. Nous savons très bien que la durée du mandat des membres du comité est de 2 ans. Au cas où il y a non-motivation de certains membres, que devons-nous faire? Pour toutes les entraves à la constitution, au renouvellement, au fonctionnement des CHCT, voilà, il a dit que ça constituait des infractions pénales. Bon, je trouve que le mot est très fort. Voilà, est-ce que le chef d'entreprise qui fait des obstacles ou construit des entraves par rapport à tout ça, est-ce qu'il a conscience, il a conscience, voilà, que c'est vraiment des infractions pénales au cas où on intentait, ou les membres du comité intenteraient une action de justice à son encontre. Je vous remercie. Le délit d'entrave est une infraction. Par exemple, en France, et c'est puni par l'emprisonnement, des peines d'emprisonnement et d'amende. Mais ce n'est pas le cas de notre législation. Notre législation ne l'a pas retenu comme telle. Maintenant, ce sont des situations qui peuvent empêcher le bon fonctionnement des CHSCT. C'est pour cela que nous les avons relevés pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions pour ne pas être surpris si vous êtes confrontés à ces choses-là. Voilà ce que je peux dire pour vous. Sinon, la peine de prison, c'est peut-être dit comme cela, c'est suffisamment grave. Mais en réalité, quand un employeur, par exemple, met des travailleurs dans un atelier, il ferme à clé et il a la clé sur lui, il y a une explosion et les gens meurent dedans. Parce qu'il n'y avait pas de sortie d'issue. La seule sortie, c'était fermée et l'employeur avait la clé. Lui, là, on fait quoi? On ne fait rien. Voilà. C'est ça la réponse. Parce que c'est ce qui s'est passé à Abidjan, ici au plateau. Il y a eu une parfumerie qui a explosé. Il y a eu 6 morts. Et justement parce que l'employeur avait fermé la porte d'entrée avec à clé et il est parti. Et en général, quand on est bien formé, qu'on sait qu'on est là pour sa propre santé, pour sa propre survie dans l'entreprise, je pense que ça peut suffire pour vous motiver. Parce que si vous ne posez pas, enfin vous ne faites pas le travail, il y a des gens qui peuvent être blessés. On vous a donné des chiffres. Dans le monde, c'est 5500 décès dus au travail par jour. 5500, sinon plus de 5500 décès dus au travail. Quand vous avez ça en tête, je pense que si on vous dit de préserver la santé de vos collègues qui sont là, ça suffit pour être motivé. Mais très souvent, on ne le sait pas, c'est tout. Manque de formation de top management, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais c'est tellement difficile parce que l'employeur dira toujours que lui, il n'a pas créé son entreprise pour aller à une formation. Il veut être dans son entreprise au quotidien.
vous lui proposez toutes les formations, mais ils n'y vont jamais. La preuve ici, on a invité des entreprises, mais ils ont délégué leur pouvoir à ceux qui sont présents ici. Ils auraient pu être là. Donc ensemble, on parle de ce problème-là qui est très important. Parce que la loi le dit, hein, c'est à l'employeur de prendre les dispositions utiles pour la protection de la santé et la sécurité des travailleurs. Article 41.1, c'est ça, Dr. Sia. C'est à peu près ce que ça dit. Donc, c'est à eux que ça revient la responsabilité de protéger tous les travailleurs. Donc, si ça les intéresse, normalement, ils doivent se former, ils doivent comprendre. Mais nous sommes en train de chercher des stratégies pour les amener justement à comprendre, et la mise en place des coordinations milite en faveur de cette approche-là. Il faut qu'ils viennent pour écouter, pour savoir de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, on a pu trouver, sinon dans les recherches qu'on fait, qu'on sait que l'investissement dans la santé-sécurité, enfin, les dépenses dans la santé-sécurité est un investissement, parce que ça rapporte. C'est peut-être avec cela qu'on va les activer. Nous sommes en train de le faire. Implication de l'employeur, comment l'impliquer? Bon, c'était la même question, donc la même contribution. Le mandat de 2 ans. Le mandat de 2 ans, après les 2 ans, vous n'êtes plus. Vous devez normalement céder votre fauteuil. Si on le dit pour les hommes politiques, il faut que nous aussi on respecte cela. Même s'il n'y a pas de motivation, il faut chercher les voies et moyens pour que. Il faut faire comprendre cela aux travailleurs. Et les organisations syndicales sont là pour vous y aider. Il faut faire comprendre à l'ensemble du personnel que c'est dans leur intérêt de s'occuper de la santé et sécurité au travail. Le premier acteur de la santé et sécurité au travail, c'est le travail lui-même, avant que les dispositions réglementaires ne viennent l'appuyer, mais c'est le travail lui-même. Parce que si vous prenez tous les éléments de toxicité dans l'entreprise, ce qui est le plus inquiétant, c'est quand vous serez à la retraite et que les maladies professionnelles vont se révéler. Si nous n'avons pas d'indice que vous avez pris ça dans l'entreprise, vous serez malade pendant votre retraite. Et très souvent, aujourd'hui, les gens vivent plus de temps qu'ils n'ont passé dans les entreprises. Quand c'était à 55 ans, on pouvait seulement faire 20 ans, 30 ans dans l'entreprise. Donc si vous avez fait 30 ans dans l'entreprise, vous sortez à 55 ans, mais il y en a qui meurent à 80. Donc vous avez fait 30 ans derrière. Et 30 ans à traîner une maladie professionnelle que vous n'avez pas su diagnostiquer, qu'on n'a pas su diagnostiquer ou que vous n'avez pas dit. Donc ça, la santé et sécurité, c'est d'abord vous avant l'employeur. Même si la loi fait obligation à l'employeur de prendre des dispositions, mais c'est vous d'abord. Votre père vous a mis au monde, vous êtes en bonne santé, on vous donne à quelqu'un pour faire son travail, et puis vous ressortez malade. Ce n'est pas normal. Il faut prendre ces chemins-là pour voir ce qui se passe dans l'entreprise. Voilà, c'était les 5 intervenants, si on peut continuer. Seul l'employeur décide de la mise en place d'un CSD. Alors que, et les employeurs qui sont là, qui sentent le besoin de prévention. Si cette initiative ne vient pas de l'employeur, ils sont exposés tout au moment à des risques que nous connaissons. Et en même temps, M. Mofansi a dit que le médecin d'entreprise n'a pas de chef lorsqu'il s'agit de santé, parler de santé scientifique. Lui, il fait quoi? À côté de l'employeur qui protège son avoir que de protéger son personnel. Le médecin d'entreprise fait quoi pour l'amener, pour le sensibiliser à mettre sur pied cet outil extrêmement important qui est pour moi-même le premier à prévenir tout ce qui est risque. Je vous remercie. Oui, bon, moi c'est Conan Gilles, secrétaire général de Pharmacie NECA. Ma préoccupation est que tout à l'heure, le conférencier, en expliquant ces données, on voit vraiment l'importance du comité. Mais dans les entraves, il a omis le fait que le comité soit d'abord, comme on dit ça, bénévole. D'abord, puisque on voit l'importance du comité. Mais jusqu'à présent,
c'est encore bénévole. Et deuxième, c'est que l'employeur, dans tous ces entraves de la cité, j'ai remarqué que la plupart des entraves proviennent de l'employeur. Et qu'est-ce que l'État ou bien la coordination a mis en place pour sensibiliser ou bien pour afin de voir le côté employeur pour qu'ils puissent laisser le comité travailler. Et troisième côté, concernant encore les membres qui sont encore bénévoles, alors que nous savons le travail que ces membres font pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Alors c'est cette préoccupation à laquelle je voudrais que le conférencier essaie de délivrer quelque chose. Merci. Mais en fait, je suis peut-être un peu resté sur ma faim parce que c'est vrai, on a parlé des entraves, mais je voudrais souhaiter qu'on nous explique ou bien qu'on nous donne un peu des stratégies, plutôt de formation du comité d'hygiène et puis de dynamisation de ce comité-là. Parce que je pense qu'il y a aussi des stratégies qui peuvent faire en sorte que le comité d'hygiène fonctionne mais qu'il soit créé. Donc je suis un peu resté sur ma faim. Merci. Et moi, je voudrais apporter une contribution. Je pense qu'une des entraves au fonctionnement, selon moi, c'est que très souvent, les employeurs se font représenter à la tête des comités. Et celui qui vient, il ne peut pas prendre des décisions. Donc, tous les jours, quand les discussions ont lieu, on dit bon, on va rencontrer le directeur et à la suite, on va revenir pour voir ce qu'il a accepté, ce qu'il n'a pas accepté. Alors que si le directeur est là, avec les représentants des travailleurs, on discute et on prend les décisions. Mais quand on remet, il faut voir le directeur, quand on va, le directeur est assis dans son bureau, dans son pouvoir de directeur, il parle tout ce qui a été dit. Non, ça je ne veux pas, ça c'est pas la peine, ça enlever ça. Et ça décourage les membres du comité. Et puis, la suggestion que je voulais faire, c'est qu'il faut beaucoup, je rejoins Mme Traoré, il faut qu'ici on est à la maison de l'employeur. Les employeurs sont conscients, comme M. Bayero l'a dit, de ce qui gagne en faisant de la prévention. Que la CGECI forme ses membres. Je vois plusieurs formations qu'organise la CGECI, jamais de formation sur le rôle des employeurs dans la dynamisation des comités d'hygiène. Il faut que la CGECI s'y mette aussi. Comme l'intersyndicale fait pour les travailleurs, il faut que le patronat forme aussi ses membres pour qu'ils comprennent et s'impliquent davantage dans la dynamisation des comités d'hygiène. Aussi, pour terminer, c'est que les travailleurs, comme l'a dit M. Bayero, sachent qu'il y va de leur survie. Il y a un des intervenants qui disait qu'est-ce que les travailleurs gagnent. Mais ils n'ont rien à gagner, leur vie est plus importante que l'argent qu'on va chercher. À tout moment, quand vous voyez quelqu'un au travail, quand vous dites faites ceci, qu'est-ce que je gagne? Même quand les employeurs mettent des moyens pour faire la surveillance des travailleurs, ils ne viennent pas pour faire les visites médicales. Les examens qui sont programmés, les gens ne le font pas. Mais quand on dit il y a 5 000 francs à prendre pour ceci, tous les travailleurs sont mobilisés. On oublie même qu'il faut être en bonne santé pour dépenser l'argent derrière lequel on court. C'est ça qui est dramatique. Voilà, je voulais m'arrêter là. Moi, j'ai une préoccupation. Lors de votre intervention, vous avez parlé du manque de formation des membres du CHSCT. Les formations des membres du CHSCT, elles se feront en interne ou est-ce que c'est un organe fait à former les membres du CHSCT pour leur mission en entreprise? Comme l'a dit ceux qui m'ont précédé également, les employeurs sont conscients de l'importance des CHSCT en entreprise. Mais comme le frère l'a dit tout à l'heure, ils ne voient pas le profit direct. Ils se disent qu'ils ne voient pas le profit de la création d'un CHSCT. Ils connaissent l'importance. Moi, je pense que les pouvoirs publics devraient nous aider. Comme vous l'avez dit aussi, dans certains pays, la législation est plus rude. Les entraves au CHSCT sont punies par un emprisonnement ou des amendes pécuniaires. Je pense que si ici il y avait ce genre de punition-là,
les employeurs allaient un peu s'investir dans la création des CHSCT. Malheureusement, chez nous, c'est des vieux tests et on ne peut pas comprendre que la mise en place des CHSCT est une obligation légale et qu'on ne peut pas derrière des sanctions en cas d'inobservation de cette obligation-là. C'est à croire qu'ils étaient obligés de le faire parce qu'ils fallait le faire et puis bon, on le fait et on le laisse comme ça. Pourtant, il y a des directions qui sont créées pour ça. Mais comment dire ça? Quels sont les pouvoirs de cette direction-là face à ces entreprises qui refusent de mettre en place des CHSCT? Alors donc, moi, c'est l'occasion d'interpeller ces directions pour leur demander, puisqu'elles ont la possibilité de faire des projets de loi afin qu'il y ait des sanctions derrière cette obligation légale. Voilà, c'était ma contribution. C'est ce que dit la loi. Je ne fais que retracer ce que dit la loi. C'est l'employeur qui a l'initiative. Mais vous, les travailleurs, vous pouvez faire pression quand il n'y en a pas chez vous pour que l'employeur puisse le faire. Et là, le syndicat peut intervenir, l'inspecteur du travail peut intervenir, l'inspection médicale du travail peut intervenir. Vous pouvez signaler ça à la CNPS et pendant les rencontres avec la CNPS peut exiger cela. Ça, ce sont des moyens de pression, mais la loi dit que c'est lui, puisque c'est lui qui doit vous convoquer, qui doit convoquer le collège électoral pour pouvoir mettre en place les CHSCT. Donc l'initiative est de lui. Voilà ce que je peux répondre. C'est du bénévolat. Oui, mais j'ai expliqué cela. Et je voulais remercier le docteur Elon qui m'a appuyé. Les travailleurs, on veut toujours échanger tout ce qu'on fait dans l'entreprise contre de l'argent. Mais ça, c'est votre vie. Peut-être que je ne me suis pas fait comprendre assez. Bon, je vais demander à docteur Kaba de venir m'appuyer. Mais la santé, la sécurité au travail, c'est d'abord vous. Vous allez dans l'entreprise pour gagner votre vie, malgré les dangers. Je suis allé en inspection à Yopougon une fois, et il y a un ouvrier qui faisait le lavage chimique avec le tricot débardé, le sous-corps, et puis tapette. Rien sur le il fait ça. Alors quand il a fini, on a dit, mais ça c'est du poison, pourquoi tu fais cela? Il dit, je préfère mourir à la tâche que de laisser mourir mes enfants mourir de faim. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ça? Rien. C'est malheureux. Vous pouvez pleurer, mais c'est ça, sa vérité à lui, c'est ça. Et l'employeur, il ne s'en occupe pas. Si on ne fait pas de pression, on ne pourra jamais résoudre ces problèmes-là. Donc ce n'est pas une question de payer. Même si on vous paye, la solution ne sera pas trouvée. Parce que dans la présentation de Dr Sia, il a dit que vos transports peuvent être remboursés. Vos déplacements peuvent être remboursés. Mais ça ne suffit pas. Malgré ça, les gens ne viennent pas. Ils ne sont pas motivés. Donc ensemble, on va chercher, il faut qu'on cherche ensemble pourquoi les gens ne viennent pas. C'est pour ça que nous créons la coordination pour que les bonnes pratiques de PAMSI puissent profiter SAPH, vice-versa, ainsi de suite. Quand on fait une réunion de coordination, comment vous avez résolu tel problème? Chez nous, on n'arrive pas. Et ceux qui ont déjà résolu donnent des exemples. Et on avance. L'employeur, s'il fait des entraves, c'est parce que d'abord il ignore la loi. Parce que eux, quand ils... Et là, nous sommes en train de voir comment on peut intégrer dans les formalités qui sont faites à la CPC son inscription à la CNPS. Il y en a même qui ne le savent pas. Ils ne savent pas que quand ils viennent se déclarer à la CNPS en cas d'accident, toutes les dépenses de l'accident sont prises en charge par la CNPS. Ils ne savent pas ça, donc ils se cachent derrière. Et c'est combien on paye? Quelquefois, c'est 1200, 1500 que les gens payent des cotisations pour les travailleurs. Et c'est pour cela qu'on fuit la CNPS. C'est même pas des millions pour un individu. Donc il y a cette sensibilisation, il faut approcher les gens pour le dire. Pour leur faire comprendre. Le travail, c'est une contribution. Et bon, donc le docteur
Kabara répondra comment le pouvoir public peut intervenir. Dr Argo demande la stratégie, mais c'est la sensibilisation, c'est ce que je dis, c'est la sensibilisation. Il n'y a rien d'autre. Mais il faut faire comprendre aux gens que c'est nous-mêmes, c'est notre santé d'abord. Parce que si vous êtes là, je suis obligé de donner quelques exemples, et c'est dans le monde agricole. Je suis allé assister au funérailles de quelqu'un qui travaillait dans une entreprise agricole. Je dis, bon, je me renseigne de quoi il est mort. C'était le frère d'un ami. On dit, il est mort de choses, des cancers de poumon. Moi, ça m'a interpellé parce que c'est mon travail. Où il travaillait, on dit, là, il travaillait ici, il faisait bain, bon, si je dis, il faisait bain de latex dans l'ammoniac. Avant, ça se faisait dans vos entreprises. Il y a certaines chaînes qui ont supprimé cela, mais ça se faisait. Donc, moi, j'ai lié ça à son travail. La seconde fois que je suis allé aussi à un enterrement, il y a eu le même cas, et le gars travaillait sur le même poste de travail, mais dans une autre entreprise. Ça m'a interpellé. J'ai appelé une fois le médecin du secteur pour lui dire, ah, j'ai déjà vu 2 cas de décès de cancer pulmonaire, mais les 2 ont le même poste de travail. Il faut regarder. Ça fait 5 ans, je n'ai pas encore eu la réponse. Il n'est pas venu me dire que oui, on a regardé, mais voilà ce qui s'est passé. Je ne suis pas une autorité pour faire des injonctions, pour faire des injonctions. Donc, il n'est pas venu et je n'ai pas d'autres possibilités pour l'interpeller. Mais ça a existé. Donc, il y a tout cela. Et si vous-même, vous ne vous occupez pas de cela, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le résultat, c'est que, bon, mais, on va tous à l'Alliance Ville, et puis c'est tout. Donc, pour éviter cela, il faut que vous vous en occupiez vous-même. Merci, Dr Rayon, pour la contribution. Seulement, je voulais dire que la CGC s'en préoccupe. Et le mois dernier, on a fait un séminaire sur ça avec les membres de la CGC. Ils ont un département qui est dédié à la santé et sécurité au travail et qui fait ce travail-là. Donc, ça existe. C'est vrai qu'à la tête des comités, souvent, on délègue. On prend son collaborateur, le chef d'entreprise prend un collaborateur et lui dit, moi j'ai toujours dit aux travailleurs, regardez le chiffre d'affaires de votre entreprise. J'ai connu une entreprise qui produisait 1536 milliards de francs CFA par an de chiffre d'affaires. Par an. Pour celui qui produit ça, les travailleurs, là, vous ne pouvez pas dégager 1 heure par trimestre pour venir écouter. Si vous pouvez le faire, ce n'est pas la peine. C'est comme ça qu'il faut analyser les choses. Vous, travailleurs, vous produisez pour l'entreprise. Si votre chef d'entreprise ne peut pas être capable de venir vous écouter, ne serait-ce qu'1 heure, 2 heures dans le trimestre, il faut faire parler. Il faut faire parler avec lui. Ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Il faut lui dire simplement cette phrase-là. Nous, on produit 500 milliards pour toi dans l'année. Et vous n'avez pas 1 heure pour venir nous écouter. S'il est insensible à cela, c'est que vraiment, lui, sa situation est grave. Manque de formation des employeurs, bon, je suis d'accord avec vous, mademoiselle Kwame, mais ils ne viennent jamais. En programme, c'est eux-mêmes qui payent, mais ils ne viennent pas. Quelle stratégie? Bon, on a mis en place la coordination pour essayer de les approcher au haut niveau et c'est ce que nous avons commencé et nous espérons que cette stratégie-là va porter. Merci, Dr Koulibaly, pour votre contribution. Mais la sanction, on l'a proposée, ça a été un combat dans le nouveau code du travail. Mais moi, j'interviens au niveau technique et après, il y a le niveau politique. Au niveau technique, je me suis battu pour dire qu'il faut les sanctionner. On m'a dit, un employeur ne crée pas son entreprise pour aller en prison. Voilà ce qu'on m'a dit. Mais, en tout cas, on a insisté. Comme ils en avaient marre, ils ont écrit. Mais le résultat final, je n'ai pas vu. Le résultat qui est en train d'être approuvé là,
la sanction des employeurs n'est plus dedans. On a élevé le niveau comment on appelle ça, pécunier, le niveau de la sanction pécuniaire, mais ils n'ont qu'à aller en prison, ça ils l'ont enlevé. Donc on va laisser la parole à Dr Kava pour donner d'autres précisions. Je vois que le pouvoir public est très intéressé et sollicité, donc nous allons essayer d'apporter des réponses à toutes les préoccupations qui ont été posées. Mais avant de répondre à ces préoccupations concernant les sanctions et qu'est-ce que le pouvoir public fait et tout, je voudrais juste apporter une petite contribution concernant la formation du top management. On a parlé des entraves, le manque de formation. Mais ce qu'il faut soulever aussi, c'est qu'il est important que les chefs d'entreprise comprennent aussi que de la même façon qu'ils recrutent, je ne sais pas, un directeur de ressources humaines ou un comptable pour pouvoir gérer sa comptabilité et tout, qu'ils puissent effectivement recruter des professionnels en santé au travail pour s'occuper de la santé et de la sécurité au travail au sein des entreprises. Parce que ce qu'on constate, la législation dit, on a parlé de l'article 41.1 et de l'article 43 aussi, .1, qui dit que le chef d'entreprise est le premier responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs. Mais les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils comprennent cela? Pour avoir la paix, pour répondre à cette obligation, ils préfèrent embaucher un médecin, quel que soit le médecin. On prend un généraliste, on dit bon, j'ai un médecin dans mon entreprise. On prend même un gynécologue ou un chirurgien, alors que le Code du travail parle ici de prévention. Le Code du travail ne parle pas de curatif. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, notre médecine, la santé et la sécurité au travail est essentiellement préventive. Ensuite, le curatif vient, mais vraiment en petit pourcentage. Sinon, dans le cadre de sa politique sociale, il peut mettre en place une assurance maladie, un truc pour pouvoir soigner ses travailleurs. Mais ce qu'on lui demande, ce que la législation lui demande, c'est de pouvoir prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Comme M. Guerrero le disait tout à l'heure, vous avez souligné justement ce cas pathétique-là de maladie professionnelle. Ça pose encore le problème de diagnostic de ces maladies-là. Donc si on avait des spécialistes, parce que vous en avez parlé au médecin, mais jusqu'à 2 ans après, il n'a pas réagi. 5 ans. Bon. C'est qu'il a peut-être du mal même à faire ce diagnostic-là, à faire le lien. Parce que la santé, la médecine du travail, c'est une spécialité en part entière. Hein. On forme les médecins en 3 ans, donc c'est pour pouvoir justement faire tous ces diagnostics et puis mener leur art comme l'ophtalmologue, parce que le médecin du travail, il ne va pas aller se mettre à opérer les yeux de quelqu'un qui est ophtalmologue ou bien aller faire accoucher une femme alors que ce n'est pas sa spécialité. Donc il faut pouvoir vraiment recadrer les choses et que les chefs d'entreprise comprennent ce qu'on leur demande à ce niveau-là et qu'ils puissent recruter des professionnels dans le domaine. Maintenant, quant à ce qui concerne les moyens de sanction, bon, Mme Traoré en a parlé, plusieurs personnes nous ont interpellés à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du travail, tout ce qui se prend comme disposition, comme je l'ai dit ce matin, nous sommes membres de l'Organisation internationale du travail et dans ce cadre-là, tout se fait en tripartisme. C'est le tripartisme qui prévaut. Donc, il y a le gouvernement, il y a les employeurs et il y a les travailleurs. Donc, toutes les décisions se prennent dans le cadre du tripartisme. Donc, M. Guerrero a levé un petit voile sur le nouveau code, effectivement, parce que c'était une lacune. Et je pense que tous les acteurs du monde du travail, notamment les administrations, parce que les inspections du travail, je suis dans une inspection, donc l'inspection médicale, l'inspection du travail lui-même, sont des structures qui sont tellement en dehors même des moyens de sanction, de coercition. Ces structures-là n'ont pas de capacité, leurs capacités n'ont pas de moyens de locomotion de foi. Alors qu'avec tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est à ces structures de contrôle d'aller sur le terrain pour pouvoir faire, parce
n'ont pas un rôle de sanction seulement, il faut d'abord faire la sensibilisation. Donc si on les voyait, s'ils étaient plus présents, justement, avoir des sanctions plus dissuasives, donc à l'instar de certains pays de la sous-région qui ont ce type de sanctions-là. Donc tout a été écrit et bien écrit, mais voilà, le fait est que dans le cadre du tripartisme, l'employeur il a son mot à dire et ça a été très difficile. Il y a eu beaucoup de discussions, je pense que M. Bayrou est plus ancré dans ce milieu-là que moi encore, donc les discussions ont été rudes, mais le nouveau Code du travail a toujours des dispositions en matière de sanctions, mais qui sont encore des dispositions lourdes, des procédures longues, donc qui effraient difficilement les employeurs. Donc tous ensemble, bon, peut-être avec toute cette émulation qu'il y a maintenant, M. Bayrou a parlé également d'un cadre, d'une démarche qui est en train d'être faite auprès de la CPC pour inscrire des éléments de déclaration auprès de la CNPS. Mais c'est bien, c'est une bonne initiative et ça serait bien que dans ces cadres-là aussi, on puisse inscrire pour toutes les entreprises qui se créent, donc qu'on puisse leur donner un cahier de charge et donc leur mettre à disposition les éléments en matière de santé et sécurité au travail. Donc il faut penser aussi à mettre ce type de disposition-là à la charge des opérateurs, des emprunteurs économiques. Donc je suis d'accord avec tout le monde qu'il y a une question de volonté politique, c'est important. Donc il faut que la santé et sécurité au travail soit une priorité nationale. On a bien appris sa spécialité. Il a un rôle de conseil auprès du chef d'entreprise. Voilà. M. Bayrou a dit tout à l'heure qu'il n'est pas si subordonné. C'est pour ça que ça pose encore la question de rattachement hiérarchique du médecin du travail, parce qu'il a un rôle de conseiller auprès du chef d'entreprise. Donc c'est à lui de pouvoir vraiment faire l'évaluation des risques professionnels et de savoir que dans l'entreprise, il y a autant de risques et pouvoir proposer, mais même si, comme on dit, le risque zéro n'existe pas. Donc le chef, le médecin du travail, vraiment, il a un rôle important à jouer et il doit pouvoir conseiller le chef d'entreprise pour mettre en place ce comité d'hygiène-là, même si on n'a pas 50 travailleurs. Merci. On va le type de divers ordres. Seulement, il faut continuer à faire le plaidoyer au niveau des employeurs, au niveau du patron, pour que les CHSCT puissent vraiment fonctionner dans nos entreprises, parce que ce sont des instruments de dialogue social qui participent à l'amélioration des conditions de travail en entreprise. Donc voilà, merci. Ok, merci. On va donc par vos applaudissements remercier